Le sang et le pouvoir. Telles furent les obsessions jumelles qui définirent le règne d'Henri VIII. Alors que son corps gonflé gisait, pourrissant de l'intérieur, durant ces derniers jours d'hiver de 1547, le roi le plus notoire d'Angleterre affronta sa mortalité avec la même froideur impitoyable qu'il avait vu exécuter 2 épouses et d'innombrables ennemis. Le lion est en train de mourir, chuchotaient les courtisans à huis clos. Mais ses griffes restent acérées jusqu'à la fin. Le voyage vers ce final grotesque avait commencé des décennies plus tôt avec un prince athlétique et séduisant, réputé dans toute l'Europe pour sa vigueur et son charme. Comment ce Golden Boy de la Renaissance s'est-il transformé en ce tyran monstrueux haletant dans les chambres éclairées à la bougie du palais de Whitehall? La réponse ne réside pas seulement dans ces mariages tristement célèbres, mais dans une série de catastrophes médicales qui allaient tordre son corps et son esprit au-delà de toute reconnaissance. En janvier 1547, Henri était à peine reconnaissable comme l'homme qui avait autrefois jouté avec les plus fins chevaliers de la chrétienté. Son corps était devenu un champ de bataille d'affection. Ses jambes criblées d'ulcères purulents qui émettaient une odeur si nauséabonde que les courtisans s'efforçaient de ne pas vomir en sa présence. Le roi avait désormais besoin d'appareils mécaniques pour déplacer son énorme masse, qui, selon certains récits, aurait atteint près de 180 kg. Son visage autrefois beau était devenu déformé et gonflé, les yeux enfoncés dans une chair qui avait pris une teinte jaune maladive. Les médecins royaux avaient épuisé leur arsenal limité de remèdes. Saignées, concoctions à base de plantes et prières se sont toutes avérées futiles contre le cocktail de maux rongeant leur souverain. La plupart des historiens modernes pensent qu'Henri souffrait de diabète de type 2, de goutte, et peut-être d'ostéomyélite, une infection osseuse douloureuse qui expliquerait l'agonie chronique dans ses jambes. Plus troublante encore était la détérioration mentale du roi. Son tempérament légendaire s'était aggravé en épisodes de rage explosive, entrecoupés de périodes de léthargie confuse. Pourtant, même à l'approche de la mort, la politique de succession consumait la cour royale. La 3e épouse du roi, Jane Seymour, lui avait finalement donné un héritier mâle, le fragile Édouard, âgé de 9 ans, mais de puissantes factions se positionnaient déjà pour contrôler le garçon après la mort d'Henri. La faction catholique conservatrice, menée par le duc de Norfolk, était en concurrence avec les protestants réformistes sous la direction d'Édouard Seymour, l'oncle du jeune prince. Henri, paranoïaque jusqu'à la fin, était parfaitement conscient de ses manigances, signant des ordres d'exécution même lorsqu'il luttait pour tenir une plume. Un secret royal lourd de conséquences. La santé du roi, en rapide déclin, restait l'un des secrets les mieux gardés du royaume. Les proclamations royales continuaient de décrire Henri comme robuste et vigoureux, alors que la réalité racontait une histoire bien différente. Ceux qui étaient autorisés à pénétrer dans la chambre royale du malade découvraient une scène macabre, l'immense lit royal drapé de tissu sombre, l'odeur douceâtre et esséurante de la décomposition à peine masquée par l'encens brûlant, et au centre, la forme imposante d'un homme qui avait autrefois symbolisé la vigueur de l'Angleterre elle-même. Les serviteurs du palais chuchotaient avoir entendu les cris du roi résonner dans les couloirs de pierre de Whitehall. Les ulcères aux jambes d'Henri lui causaient une douleur si atroce que le moindre mouvement pouvait déclencher des paroxysmes d'agonie. Ses médecins appliquaient des cataplasmes contenant de tout, des oignons bouillis à la poudre de crâne humain, des remèdes désespérés qui ne faisaient qu'ajouter à ses souffrances. Plus efficace était l'application généreuse d'opium, qui émoussait la douleur du roi, mais obscurcissait davantage son esprit déjà en détérioration. Le tourment psychologique égalait le tourment physique. Henri avait autrefois été l'homme le plus craint d'Angleterre, sa parole étant littéralement vie ou mort pour n'importe quel sujet. Maintenant, il se retrouvait impuissant face à la trahison de sa propre chair. Les registres de la cour indiquent un comportement de plus en plus erratique, des moments de quasi-délire où il divaguait sur les fantômes de rivaux exécutés ou appelait des épouses mortes depuis longtemps. Dans des périodes plus lucides, le roi révisait obsessionnellement son testament, déterminé à contrôler l'avenir de sa dynastie, même au-delà de la tombe. Les contemporains notaient avec alarme comment le roi oscillait entre différentes positions religieuses durant ces derniers jours. Ayant rompu avec Rome pour s'établir comme chef de l'Église d'Angleterre, Henri semblait désormais tourmenté par des doutes spirituels. Il exigeait un jour des rituels catholiques, puis réaffirmait le lendemain des principes protestants. Son aumônier personnel nota comment le roi se réveillait en terreur de cauchemar, affirmant avoir vu les visages de Thomas More, Anne Boleyn et d'autres victimes de son règne se tenant au pied de son lit, en jugement silencieux.
La mort imminente du roi créa un dangereux vide de pouvoir que ses courtisans s'empressèrent de combler. Le conseil privé se fractura en factions rivales, chacune manœuvrant pour s'assurer des positions avantageuses dans la régence à venir. Thomas Howard, duc de Norfolk, qui avait survécu à des décennies d'intrigues de cour, se retrouva désormais déjoué par la faction protestante. Dans un dernier étalage de la cruauté durable d'Henri, Norfolk fut condamné à mort pour trahison au nom du roi mourant, bien qu'il survécut finalement, Henri étant décédé avant que l'exécution ne puisse être menée. Les derniers jours et la fin d'un règne. Le 27 janvier 1547 marqua le début de l'effondrement final d'Henri. Des témoins rapportèrent que le roi fut victime d'une crise si violente que les assistants durent le maintenir pour éviter toute blessure. Une fois l'épisode passé, Henri peina à parler, son côté droit partiellement paralysé ou une preuve claire de ce que la médecine moderne identifierait comme un accident vasculaire cérébral massif. Les médecins de la cour, profondément conscients que l'incapacité à sauver le roi pourrait entraîner leur propre disgrâce ou exécution, travaillèrent frénétiquement pour ranimer leur patient, appliquant des fers chauds sur sa peau et lui faisant ingurgiter de force de concoctions médicinales amères. Tout au long de cette épreuve, l'accès à la chambre royale resta strictement contrôlé par le conseiller le plus fiable d'Henri, Thomas Cranmer, l'archevêque de Canterbury. Ce secret servait un but pratique au-delà de la simple dignité. La nouvelle de la mort imminente du roi pouvait déclencher des prises de pouvoir prématurées, voire une invasion étrangère. Cranmer veilla à ce que seuls les accompagnateurs les plus essentiels soient autorisés à entrer, et chacun était lié par un serment de silence absolu concernant l'état du monarque. Même la reine Catherine Parr, la 6e et dernière épouse d'Henri, fut tenue à distance pendant certaines périodes critiques. Le roi sombrait et sortait de sa conscience alors que janvier laissait place à février. Pendant de brèves périodes de lucidité, Henri aurait exprimé une terreur croissante à l'idée de son jugement imminent devant Dieu. L'homme qui avait exécuté 2 épouses, d'innombrables nobles et des milliers de sujets ordinaires affrontait désormais sa propre mortalité avec une appréhension croissante. Selon le journal d'un assistant, le roi aurait été entendu marmonnant des prières et implorant le pardon dans son sommeil, un contraste frappant avec l'autocrate inflexible qui avait remodelé le paysage religieux de l'Angleterre par la seule force de sa volonté. Les registres de la cour révélèrent les mesures extraordinaires prises pour préserver la dignité restante d'Henri durant ces derniers jours. Alors que les fonctions corporelles défaillaient, des équipes de serviteurs travaillaient par roulement pour gérer les tâches de plus en plus désagréables de nettoyage et de déplacement de l'énorme corps royal. Les ulcères sur ses jambes étaient devenus si graves que l'os était visible à travers les tissus nécrotiques. La puanteur devint si accablante que les mouchoirs parfumés devinrent des accessoires essentiels pour quiconque pénétrait dans la chambre royale, et les fenêtres étaient ouvertes malgré le froid hivernal chaque fois que le roi perdait connaissance. Le 27 février, même la prétention élaborée selon laquelle le roi pourrait se rétablir ne pouvait plus être maintenue dans les cercles de la cour. L'archevêque Cranmer fut convoqué d'urgence au chevet royal alors que la respiration d'Henri devenait de plus en plus difficile. Des récits contemporains décrivent comment on demanda au roi, incapable de parler, de serrer la main de Cranmer s'il plaçait sa foi en Christ plutôt que dans les cérémonies religieuses qu'il avait autrefois appréciées. Henri aurait serré la main avec sa force restante avant de sombrer dans son dernier coma. Un détail poignant souvent cité par les historiens protestants comme preuve d'une conversion sur son lit de mort. Le roi mourut avant l'aube du 28 janvier 1547. Même dans la mort, l'énorme présence physique d'Henri dominait la chambre royale. Son cadavre, un monument grotesque à l'excès et à la souffrance. La cause officielle fut simplement enregistrée comme une décomposition naturelle. Bien que l'analyse médicale moderne suggère une combinaison létale d'insuffisance cardiaque, de septicémie due à des plaies infectées et de complications d'un probable diabète de type 2. Plus remarquable que la mort elle-même fut l'extraordinaire conspiration du silence qui s'ensuivit, le conseil privé ayant supprimé la nouvelle pendant 3 jours entiers tout en consolidant le pouvoir autour du jeune Édouard VI. Ce délai s'avéra crucial pour assurer une transition en douceur du pouvoir. Alors que le corps d'Henri refroidissait dans sa chambre, Édouard Seymour, comte de Hertford et oncle du nouveau roi, manœuvra avec une efficacité impitoyable pour s'assurer le contrôle. Des réunions secrètes furent tenues, des forteresses clés sécurisées et des rivaux potentiels neutralisés avant l'annonce publique de la mort d'Henri le 31 janvier. Lorsque les cloches de Londres sonnèrent enfin pour marquer le décès du monarque,
Édouard Seymour avait déjà été nommé leur protecteur et duc de Somerset, gouvernant effectivement l'Angleterre au nom de son neveu. Les derniers honneurs et l'héritage d'un tyran. L'élimination des restes d'Henri posa des défis uniques qui révèlent beaucoup sur les pratiques funéraires Tudor et sur l'état physique du roi au moment de sa mort. Les registres de la cour attestent que le cadavre royal commença à se décomposer avec une rapidité alarmante, probablement due aux infections déjà présentes. Les embaumeurs travaillèrent frénétiquement pour préparer le corps, retirant les organes internes et remplissant les cavités d'herbes parfumées et de conservateurs. Même ces experts auraient été choqués par l'état des organes internes d'Henri, en particulier son foie malade et son cœur hypertrophié. Le cercueil d'Henri nécessita une construction spéciale pour accueillir son énorme corpulence, mesurant apparemment près de 2 fois la largeur d'un cercueil de noble standard. Le poids nécessita un corbillard renforcé et des porteurs supplémentaires pour le transport. Lors de l'exposition du corps à Whitehall, des témoins rapportèrent que le cercueil doublé de plomb s'est fendu sous la pression des gaz s'accumulant à l'intérieur du corps en décomposition, laissant des fluides s'écouler sur le sol de la chapelle. Ce détail macabre fut rapidement dissimulé, mais des récits suggèrent que des chiens léchèrent les fuites, créant une dernière indignité grotesque pour un roi obsédé par la majesté. La procession funéraire vers le château de Windsor, le 16 février, offrit au régime Tudor une dernière occasion d'afficher la puissance d'Henri, même dans la mort. Des chevaux drapés de velours noir tiraient l'immense cercueil à travers des rues bordées de pleureurs, tandis que des effigies représentaient le roi tel qu'il était à son apogée plutôt que la figure boursouflée qu'il était devenu. À la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Henri fut inhumé aux côtés de Jane Seymour, la seule épouse qui lui avait donné un fils et héritier, et la seule à avoir été épargnée de la disgrâce royale en mourant de complications liées à l'accouchement avant que l'affection d'Henri ne puisse s'estomper. La réalité physique du cadavre d'Henri en décomposition contrastait fortement avec la mythologie déjà en cours concernant son règne. Des peintres de la cour comme Hans Holbein avaient créé l'image durable d'Henri comme l'incarnation aux larges épaules du pouvoir masculin. Les jambes fermement ancrées, les mains sur les hanches, regardant le spectateur avec défi. Cette propagande soigneusement construite ne ressemblait guère au corps ravagé par la maladie maintenant scellé sous le plancher de pierre de Windsor. Pourtant, elle deviendrait la représentation définitive d'Henri VIII dans l'imagination populaire pour les siècles à venir. Le testament d'Henri révéla ses dernières tentatives pour contrôler l'avenir au-delà de la tombe. Le document de 30 pages décrivait méticuleusement la succession, d'abord à Édouard, puis à Marie, fille de sa première épouse, Catherine d'Aragon, et enfin à Élisabeth, fille d'Anne Boleyn. Cette lignée de succession claire, bien qu'interrompue par le règne de 9 jours de Lady Jane Grey, serait finalement suivie exactement comme Henri l'avait spécifié. L'emprise posthume du roi sur l'Angleterre s'étendrait à travers ses 3 enfants, chacun d'eux régnant en tant que monarque Tudor avant que la dynastie ne prenne fin avec la mort d'Élisabeth en 1603. Plus immédiatement significatifs furent les arrangements de pouvoir qu'Henri établit pour la minorité d'Édouard. Le roi créa un conseil de régence de 16 hommes destinés à gouverner collectivement jusqu'à ce qu'Édouard atteigne l'âge de 18 ans. Cette approche équilibrée reflétait la méfiance d'Henri envers tout noble cherchant à acquérir trop d'influence sur son fils. Cependant, sa planification minutieuse fut rapidement sapée car Édouard Seymour déjoua ses collègues conseillers pour être nommé leur protecteur quelques jours après la mort d'Henri. La rapidité avec laquelle les souhaits d'Henri furent subvertis démontra les limites du pouvoir même d'un roi une fois que la mort eut éliminé sa présence redoutable. L'héritage médical et les répercussions politiques. L'héritage médical des derniers jours d'Henri continue de fasciner les historiens et les médecins. Ces symptômes ont été rétrospectivement diagnostiqués comme des preuves de tout, de la syphilis au scorbut. Bien que les preuves les plus convaincantes suggèrent un diabète de type 2 compliqué par une ostéomyélite chronique, les dossiers médicaux du roi révèlent des traitements de plus en plus désespérés. De l'application de pigeons vivants coupés en 2 et placés sur ces plaies purulentes à des concoctions expérimentales d'or et de pierres précieuses pulvérisées. Ces remèdes coûteux mais inutiles reflètent à la fois les limites de la médecine Tudor et les mesures exceptionnelles prises pour un patient du statut d'Henri. Peut-être les plus poignants étaient les effets personnels trouvés dans les chambres du roi après sa mort. Parmi les attributs attendus du pouvoir royal aux poignards ornés de bijoux, sceaux officiels et correspondances diplomatiques, les serviteurs découvrirent un petit coffre verrouillé contenant des objets plus intimes, un portrait miniature de Jane Seymour, une mèche de cheveux que l'on pense être de sa mère, Élisabeth d'York, et un livre de prières manuscrit d'enfant,
appartenant peut-être à Élisabeth avant l'exécution de sa mère. Ces détails humanisants offrent un aperçu de l'homme derrière la réputation monstrueuse, suggérant que même si son corps et son esprit se détérioraient, Henri conservait un certain lien avec les liens familiaux et le sentiment personnel. La mort du roi déclencha des réalignements politiques immédiats qui allaient façonner le destin de l'Angleterre pendant des décennies. Les forces catholiques conservatrices qui avaient maintenu leur influence pendant les dernières années d'Henri se retrouvèrent brusquement mises à l'écart tandis qu'Édouard Seymour établissait une régence résolument protestante. L'archevêque Cranmé, qui avait administré les derniers sacrements au roi mourant, accéléra désormais les réformes religieuses qu'Henri avait abordées avec plus de prudence. Le premier livre de la prière commune anglaise serait publié 2 ans seulement après la mort d'Henri, poussant l'Angleterre plus loin vers la doctrine protestante que le roi lui-même n'avait jamais eu l'intention de le faire. La position religieuse complexe d'Henri, ayant rompu avec Rome tout en conservant de nombreuses pratiques catholiques, créa un héritage ambigu qui permit aux factions protestantes et catholiques de le revendiquer comme le leur. Les réformateurs protestants soulignèrent son rejet de l'autorité papale, tandis que les écrivains catholiques en dehors de l'Angleterre dépeignirent un roi tourmenté par le regret de sa rupture avec Rome. En réalité, les preuves suggèrent qu'Henri maintint sa position religieuse caractéristique jusqu'à la fin, s'acceptant comme chef suprême de l'Église anglaise tout en rejetant les doctrines protestantes clés. Cette position théologique complexe, essentiellement catholique dans la cérémonie mais rejetant l'autorité papale, reflétait la tendance du roi tout au long de sa vie à remodeler les institutions selon ses besoins personnels plutôt que de se conformer aux normes externes. Les conséquences économiques de la mort d'Henri s'étendirent bien au-delà des cercles de la cour. Les registres financiers indiquent que le nouveau gouvernement de régence hérita d'un trésor gravement appauvri et d'une monnaie dévaluée. Le résultat des coûteuses guerres étrangères d'Henri et de ses dépenses personnelles somptueuses. Selon certaines estimations, Henri dépensa l'équivalent moderne de 200 millions de livres sterling rien qu'en palais pendant son règne. Cette crise financière força Édouard Seymour à poursuivre la politique controversée d'Henri de vente des terres monastiques, accélérant l'un des plus grands transferts de propriété de l'histoire anglaise. Les répercussions économiques de l'extravagance d'Henri contribueraient à l'inflation et aux troubles sociaux tout au long des règnes de ses enfants. Le déclin physique d'Henri servit de métaphore puissante pour les observateurs contemporains, dont beaucoup considéraient le corps du roi comme symbolique de la nation elle-même. Tout comme la théorie politique médiévale avait présenté le monarque comme la tête du corps politique, les écrivains Tudors interprétèrent la chair en décomposition d'Henri comme emblématique d'une corruption plus profonde au sein du royaume. Les sermons survivants de 1547 montrent des prédicateurs établissant des parallèles explicites entre les jambes infectées du roi et la pourriture morale perçue dans la société anglaise. Cette lecture symbolique acquit une utilité politique pendant le règne d'Édouard, car les réformateurs soutenaient que tout comme le corps d'Henri avait nécessité une intervention radicale, les pratiques religieuses de l'Angleterre avaient également besoin de purification. La collision des époques est le paradoxe du pouvoir. Les derniers jours d'Henri VIII représentent un moment unique où les concepts médiévaux et du début de l'ère moderne de la royauté sont entrés en collision. D'une part, les rituels élaborés de la mort concernant l'inhumation appropriée et l'anxiété quant à la succession reflétaient des schémas anciens de mort royale datant de plusieurs siècles. D'autre part, les dossiers médicaux détaillés, la précision juridique du testament d'Henri et la continuité institutionnelle du gouvernement représentaient des approches plus modernes du pouvoir d'État. Henri est donc mort à la croisée de 2 époques, le dernier roi anglais à exercer une autorité véritablement médiévale, mais aussi un monarque qui avait été le pionnier de l'appareil d'État bureaucratique qui allait définir la gouvernance future. Ce qui rend finalement la mort d'Henri VIII si captivante, ce ne sont pas seulement ses détails physiques macabres ou sa signification politique, mais ce qu'elle révèle sur la condition humaine elle-même. Le roi qui avait dominé son époque par la seule force de sa personnalité a terminé sa vie en affrontant les mêmes limites que le plus humble de ses sujets. Les récits contemporains suggèrent qu'Henri a connu des moments de terreur existentielle dans ses derniers jours, faisant face au jugement non pas en tant que roi, mais simplement en tant qu'homme. Comme l'archevêque de Canterbury lui aurait rappelé en lui administrant les derniers sacrements, « Vous allez comparaître là où aucun titre n'a de poids et aucun pouvoir terrestre n'offre de protection. » Dans cette vulnérabilité humaine finale, peut-être le roi le plus tristement célèbre d'Angleterre a-t-il établi un lien avec ses sujets qui lui avaient échappé tout au long de son règne. L'année suivant la mort d'Henri révéla à quel point sa personnalité avait dominé la gouvernance anglaise.
Les registres administratifs montrent un arriéré de décisions qui avaient attendu son attention personnelle, de nombreuses questions importantes qui auraient pu être résolues par des subordonnés, mais qui furent élevées au rang de décisions royales en raison d'une culture de déférence extrême. Sous la régence d'Édouard, les processus gouvernementaux furent nécessairement restructurés pour fonctionner sans l'implication directe du roi. Cette transition, bien que chaotique au début, renforça finalement la gouvernance institutionnelle, développant des systèmes bureaucratiques capables d'opérer indépendamment de l'attention personnelle du monarque. La procession funéraire élaborée d'Henri représenta sa dernière apparition dans le théâtre public du pouvoir en Angleterre. Les récits contemporains décrivent des chevaux drapés de velours noir, des héros portant des armes de cérémonie, et une effigie en cire grandeur nature du roi en grande tenue au sommet de son cercueil, le corps artificiel se substituant au corps naturel en décomposition caché en dessous. Cette procession se rendit de Londres à Windsor en plusieurs jours, permettant à des milliers de sujets de témoigner de cette dernière manifestation de la majesté Tudor. La chorégraphie soignée reflétait une profonde anxiété quant à la transition politique, utilisant le rituel pour renforcer le message que si le roi pouvait mourir, la monarchie perdurait. Les médecins de la cour qui n'avaient pas réussi à sauver le roi firent face à des destins incertains par la suite. Les dossiers médicaux montrent que certains ont rapidement obtenu des postes auprès d'autres familles nobles, tandis que d'autres ont été victimes d'ostracisme professionnel pour leur association avec le traitement infructueux d'Henri. Le docteur Thomas Wendy, qui avait eu le courage d'informer Henri de sa mort imminente quand d'autres n'osaient pas, a transformé cette démonstration de courage en un service royal continu sous Édouard VI. Les apothicaires du roi firent l'objet d'un examen particulier, les inventaires des médicaments fournis pendant la dernière maladie d'Henri étant examinés pour déceler une éventuelle négligence ou, pire, une accélération délibérée de la mort. L'examen scientifique des restes d'Henri, mené lors de rénovations de caveaux dans les années 1800, a fourni des informations alléchantes sur son état physique au moment de sa mort. Des ouvriers ont rapporté avoir trouvé un squelette énorme, conforme à la stature connue d'Henri, avec des preuves de grave détérioration articulaire, notamment au niveau des jambes. Les techniques médico-légales modernes appliquées aux dossiers médicaux historiques suggèrent qu'Henri aurait pu atteindre le poids extraordinaire d'environ 180 kg à sa mort, avec un tour de taille dépassant 127 cm. Cette obésité extrême, combinée à une mauvaise circulation dans ses jambes et aux plaies ouvertes décrites dans les récits contemporains, aurait créé des conditions idéales pour la septicémie qui a probablement contribué à sa mort. Peut-être le plus révélateur des derniers jours d'Henri est ce qu'ils nous disent sur les limites du pouvoir. Le roi, qui avait remodelé le paysage religieux de l'Angleterre, exécuté des reines et des nobles en toute impunité, et construit une marine qui finirait par régner sur les océans du monde, se retrouva totalement impuissant face à la détérioration de son corps. Les registres de la cour décrivent des épisodes où Henri se déchaînait contre ses médecins, exigeant qu'ils lui rendent la santé par la seule force du commandement royal. Cette défiance fut-il face à la réalité biologique révèle le paradoxe central de la monarchie absolue, l'inévitable vulnérabilité du corps humain le plus puissant à la maladie, à la décomposition et à la mort. L'ambiguïté religieuse entourant la mort d'Henri a créé un espace pour des récits concurrents qui servirent divers objectifs politiques. Les chroniqueurs protestants insistèrent sur les moments de clarté évangélique sur son lit de mort, tandis que les écrivains catholiques hors d'Angleterre dépeignirent un roi tourmenté par le regret de sa rupture avec Rome. En réalité, les preuves suggèrent qu'Henri a maintenu sa position religieuse caractéristique jusqu'à la fin, s'acceptant comme chef suprême de l'Église anglaise tout en rejetant les doctrines protestantes clés. Cette position théologique complexe, essentiellement catholique dans la cérémonie mais rejetant l'autorité papale, reflétait la tendance du roi tout au long de sa vie à remodeler les institutions autour de ses besoins personnels plutôt que de se conformer aux normes externes. Les conséquences économiques de la mort d'Henri s'étendirent bien au-delà des cercles de la cour. Les registres financiers indiquent que le nouveau gouvernement de régence hérita d'un trésor gravement appauvri et d'une monnaie dévaluée. Le résultat des coûteuses guerres étrangères d'Henri et de ses dépenses personnelles somptueuses. Selon certaines estimations, Henri dépensa l'équivalent moderne de 200 millions de livres sterling rien qu'en palais pendant son règne. Cette crise financière força Édouard Seymour à poursuivre la politique controversée d'Henri de vente des terres monastiques, accélérant l'un des plus grands transferts de propriété de l'histoire anglaise. Les répercussions économiques de l'extravagance d'Henri contribueraient à l'inflation et aux troubles sociaux tout au long des règnes de ses enfants.
Le déclin physique d'Henri servit de métaphore puissante pour les observateurs contemporains, dont beaucoup considéraient le corps du roi comme symbolique de la nation elle-même. Tout comme la théorie politique médiévale avait présenté le monarque comme la tête du corps politique, les écrivains Tudors interprétèrent la chair en décomposition d'Henri comme emblématique d'une corruption plus profonde au sein du royaume. Les sermons survivants de 1547 montrent des prédicateurs établissant des parallèles explicites entre les jambes infectées du roi et la pourriture morale perçue dans la société anglaise. Cette lecture symbolique acquit une utilité politique pendant le règne d'Édouard, car les réformateurs soutenaient que tout comme le corps d'Henri avait nécessité une intervention radicale, les pratiques religieuses de l'Angleterre avaient également besoin de purification. Les derniers jours d'Henri VIII représentent un moment unique où les concepts médiévaux et du début de l'ère moderne de la royauté sont entrés en collision. D'une part, les rituels élaborés de la mort concernant l'inhumation appropriée et l'anxiété quant à la succession reflétaient des schémas anciens de mort royale datant de plusieurs siècles. D'autre part, les dossiers médicaux détaillés, la précision juridique du testament d'Henri et la continuité institutionnelle du gouvernement représentaient des approches plus modernes du pouvoir d'État. Henri est donc mort à la croisée de deux époques, le dernier roi anglais à exercer une autorité véritablement médiévale, mais aussi un monarque qui avait été le pionnier de l'appareil d'État bureaucratique qui allait définir la gouvernance future. Ce qui rend finalement la mort d'Henri VIII si captivante, ce ne sont pas seulement ses détails physiques macabres ou sa signification politique, mais ce qu'elle révèle sur la condition humaine elle-même. Le roi qui avait dominé son époque par la seule force de sa personnalité a terminé sa vie en affrontant les mêmes limites que le plus humble de ses sujets. Les récits contemporains suggèrent qu'Henri a connu des moments de terreur existentielle dans ses derniers jours, faisant face au jugement non pas en tant que roi, mais simplement en tant qu'homme. Comme l'archevêque de Canterbury lui aurait rappelé en lui administrant les derniers sacrements, vous allez comparaître là où aucun titre n'a de poids et aucun pouvoir terrestre n'offre de protection. Dans cette vulnérabilité humaine finale, peut-être le roi le plus tristement célèbre d'Angleterre a-t-il établi un lien avec ces sujets qui lui avaient échappé tout au long de son règne.